Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez beaucoup écrit pour le cinéma sans jamais en faire. Vous êtes un homme de l'ombre qui aujourd'hui signe un roman se déroulant au temps où Paris est devenu la ville lumière. Bonjour Jacques Forjas. Bonjour. Alors, on connaît votre nom, mais on ne connaît pas votre parcours qui est assez particulier dans le cinéma et littérature. Publié un roman, Le Fantôme de Versailles, chez Albin Michel, qu'on va évoquer, car c'est l'histoire de l'invention de la police moderne, en même temps qu'une enquête policière. Mais vous avez effectivement ce parcours assez particulier de l'homme de l'ombre, car vous avez beaucoup écrit, mais quand je dis sans jamais en faire, c'est que vous êtes assez anonyme dans tout ce que vous avez fait. Donc, oui, un petit peu quand même. Hein. Un petit peu, oui, c'est vrai. Donc on va aujourd'hui vous mettre en lumière à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 15 avril 1982, sortie de votre premier roman qui s'appelait Caméra Carnage. Oui. C'était un roman policier, je crois. C'était un roman policier qui avait été publié à l'époque par Fleuve Noir. Ça appartenait un petit peu à une mode des polars de l'époque, étaient les néo-polars. C'est-à-dire c'était des polars assez violents, avec des connotations souvent politiques, extrémistes. Et j'avais bien aimé écrire ce roman policier qui se passait aux États-Unis. Oui. Et qui se passait, pour ainsi dire, vraiment précisément à Hollywood. Et j'avais repris l'idée, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était assez lointain même dans l'esprit de ceux qui écoutent, mais c'était à l'époque où il y avait eu des otages américains qui avaient été faits prisonniers à l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Oui. Et on se souvient que les Américains, les services spéciaux avaient organisé une opération pour essayer de libérer les otages américains, et ça avait été un fiasco total. Et alors j'avais imaginé une grosse colère des politiques de l'époque qui ne comprenaient pas du tout ce fiasco et qui avaient dit on ne comprend pas, on est capable de faire la guerre des étoiles, on est capable de faire Rencontre du troisième type, E.T., et on est lamentable pour organiser, est-ce que vous ne pouvez pas me construire un scénario, vous les grands scénaristes et vous les réalisateurs américains, donc c'était Lucas, Spielberg, Coppola, pour imaginer une situation où on pourrait sortir de là les otages. Et c'était ça le polar. C'est fou, hein. Et ça marchait, parce que la vraie histoire, c'est que les Américains ont fait une opération où ils ont été dans un désert, et après, les hommes qui devaient intervenir n'ont pas pu faire redémarrer les hélicoptères parce que le sable de ce désert était, en Iran, était beaucoup trop fin, était rentré dans les pales, et n'avait pas pu faire redémarrer les hélicoptères. Alors que la répétition aux États-Unis s'était faite dans un désert où les grains de sable étaient beaucoup plus épais et ça permettait le redécollage. C'est ouf. Mais pour savoir tout ça, il faut mener une enquête, Jacques Forjas. Oui, il faut mener une enquête, il faut d'abord être passionné. Voilà. Parce que je pense que ça doit être quand même le trait commun de votre émission. Oui. C'est-à-dire que vous devez rencontrer des gens qui, quelle que soit leur formation et quel que soit ce qu'ils font en ce moment, sont tous portés par quelque chose. Et moi, c'est vrai que le cinéma a déjà pointé en moi, et je m'étais dit, faire un polar avec cette histoire-là, ça serait formidable, parce que ça me permettrait de retrouver le cinéma. Alors, Le Fleuve Noir, effectivement, c'est une nouvelle collection dans laquelle vous entrez en 82, Engrenage, oui. Mais Le Fleuve Noir doit beaucoup à celui dont vous allez reconnaître la voix. D'abord, je considère qu'à notre époque, il n'est pas possible de se désintéresser de la politique. Frédéric Dard, sans lui, il n'y aurait jamais eu Le Fleuve Noir. En 49, il écrit par hasard un San Antonio pour parodier les Américains. Ça marche, et c'est devenu, ça a lancé Le Fleuve Noir et ses éditions. J'ai beaucoup de respect pour lui parce que, bon, c'est un pionnier, hein. Il a vraiment fait des avancées formidables. Et puis ce que j'aimais surtout, c'était quelqu'un qui s'intéressait à la langue. Oui. Et je crois que c'est ce qui peut pécher parfois dans les polars et qui me gêne. C'est que même ceux qui l'écrivent le maltraitent un peu, le polar. C'est-à-dire que même dans leur esprit, ça peut leur paraître un genre secondaire. Et Duhamel, vous savez, quand il avait construit la série Noire chez Gallimard... Et série Noire, le nom a été trouvé par Jacques Prévert. Bien sûr. Ce sont des gens qui ont d'abord, bien sûr, été intéressés par l'histoire qu'on leur racontait, mais c'est qui trouvaient la langue en adéquation avec les situations. Et c'est ça la force. Et Dard, évidemment, il est là-dedans, quoi. Il se mettait à la machine à écrire. Il avait une machine à écrire dans chaque maison avec des boules, parce que c'était des machines à boules à l'époque. Il se mettait à 9h du matin devant sa machine, il écrivait d'une traite. Ah oui. Ça partait dans tous les sens. Et ça se voit.
ça se voit que ça pétille de partout, quoi. Donc on voit qu'il est porté par sa langue. Et je vais pas dire qu'on s'intéresse pas à l'histoire, mais on s'intéresse surtout aux mots d'esprit, aux calembours, à la langue populaire et même à ses inventions. Et son beau-père était Armand de Caro, qui dirigeait les éditions du Fleuve Noir. Et je me souviens d'une interview de lui. Il était le premier à avoir des gadgets invraisemblables dans son bureau. Il avait un magnétoscope alors que personne n'en avait. On ouvrait un tiroir, il y avait un enregistreur. C'était aussi un avant-gardiste. Ah oui, oui, oui. Moi, j'en suis persuadé. Hein. Alors, le roman policier, ça vous passionne depuis vos jeunes années, Jacques Forjat? Il n'y a pas que le roman policier, mais le roman policier me passionne, bien sûr, parce que c'est les ouvertures sur des mondes très intéressants, puis on est en liberté. Moi, j'ai d'abord commencé par faire, vous le direz certainement un moment, mais des études plutôt classiques. Oui, vous avez grandi à Angoulême, je crois. Oui, oui. Et vous avez fait des études au collège Michelet. Oui. Et après, je suis allé à Bordeaux, et après, je suis monté à Paris, parce qu'à Angoulême, à l'époque, il n'y avait pas d'université. Non, il n'y avait même pas de festival de cinéma, il y avait le festival de la BD. Absolument, le festival de la BD. Et il n'y avait pas ce qu'a monté maintenant Dominique Besnard, c'est-à-dire un festival de la francophonie. Voilà. Et c'est vrai que le festival de la BD, vous l'avez connu à Angoulême? Oui, moi je l'ai connu et j'ai même eu la chance de rencontrer Hugo Pratt. Oui. Qui était un des premiers à aller là-bas. Qui était un des premiers à aller là-bas et qui était d'un abord très facile. Et j'aimais beaucoup, évidemment, ces BD, ça me parlait, quoi. Et le premier festival, d'ailleurs, a été fait, je crois, dans un coin du musée d'Angoulême. Oui. C'est Claude Moliterni qui avait fait un festival avant. Et il y a Gottlieb, il y a Franquin, Peyo et quelques autres qui sont venus, Tibet. Toute la bande de pilotes bien sûr. Qui était là, et puis après Métal Hurlant, enfin tous ces gens-là. Mais au début, il y avait 10 000 personnes, et quand François Mitterrand est venu inaugurer Angoulême, ça a pris une autre dimension. Ça a pris une dimension, mais vous savez, la parenthèse sur Mitterrand, elle est pas mal, parce que lui aussi, regardons nos distances par rapport au parcours de l'un et de l'autre, mais lui, il a fait ses études au lycée Saint-Paul à Angoulême, il habitait à Jarnac, et il a fait jusqu'au bac, il a proposé ses études, et après il est monté à Paris. Et donc, c'était pas étonnant qu'il vienne inaugurer la BD à Angoulême. Alors, il se trouve aussi que vos études vous ont mené au départ, Jacques Forjat, à devenir professeur de lettres. Oui, je suis devenu professeur de lettres à Angoulême, et puis j'y suis resté pendant pas mal d'années. J'étais en lycée, après j'ai été en UFM, c'est-à-dire que à l'époque, ça s'appelait les écoles pour les instituteurs et les institutrices, c'est-à-dire l'école normale. En même temps, c'était une autre époque quand on était professeur, ça se passait plutôt bien, il y avait un respect des professeurs. À cette époque-là, si vous voulez, les élèves vous attendaient et s'asseyaient quand vous étiez installé vous-même à votre bureau. Maintenant, évidemment, on est sur une autre planète par rapport à ça. En même temps, vous êtes arrivé à une époque où on manquait déjà d'enseignement. On manquait déjà d'enseignement, oui. Il y avait des postes sur certaines matières qui avaient beaucoup de mal à trouver des professeurs, oui. En même temps, les lettres, il y avait une orthographe, il y avait des tas de choses qui fonctionnaient encore. Moi, quand j'ai fait mes études et après quand je suis devenu professeur, l'orthographe évidemment était une matière très exigeante. Et moi, je me souviens même qu'on avait un professeur qui corrigeait nos fautes d'orthographe dans les travaux d'histoire-géographie. Parce qu'il disait qu'en orthographe, on faisait attention, et qu'en histoire-géographie, comme c'était pas, soi-disant pas de l'orthographe était relâché. Alors, le collège Jules Michelet d'Angoulême, où vous avez fait vos études, est un collège où les élèves peuvent vivre des expériences. Je me suis un peu renseigné. Oui. Il y a 2 classes qui participent au concours d'éloquence départementale et 2 classes qui participent à l'écriture d'une œuvre théâtrale. Oui. C'est très bien pour faire évoluer l'esprit. Oui, bien sûr. De toute façon, moi qui ai été prof de lettres, je peux vous dire que les enfants qui faisaient du théâtre avaient une longueur d'avance sur les autres. D'abord, ils étaient très bons à l'oral, c'est-à-dire qu'ils avaient confiance en eux. Ils savaient qu'ils avaient une force avec la parole, et puis ils étaient très attentifs au public, aux gens qui venaient les regarder, donc il y avait de vrais échanges. Et puis ceux qui avaient une timidité au départ, c'est-à-dire ceux qui ne levaient jamais la main, quand les parents faisaient l'effort de les inscrire au théâtre, ils faisaient des progrès gigantesques. Alors, il y a des professeurs qui sont devenus célèbres, comme Jean-Paul Sartre, comme Guillaume Musso, qui ont écrit aussi, ou J.K. Rowling, qui était au départ professeur. Comment avez-vous passé le cap pour devenir romancier et écrire ce roman policier, Jacques Forjat?
D'abord, je pense que quand on est un lecteur, et moi j'étais un grand lecteur parce que j'en étais quand même devenu prof de lettres, arrive un moment où on a envie de passer un petit peu à l'expérience de l'écriture par soi-même. Donc il y a d'abord un travail où on écrit, où c'est pas très bon au départ, c'est normal. Et puis, au fur et à mesure, on essaye de faire des progrès, on se cherche des modèles, on essaye de se glisser dans leur sillage. Et petit à petit, on est dans un mimétisme avec eux. Et après, le travail supplémentaire, ça sera le second étage de la fusée, c'est-à-dire essayer de démarrer soi-même et d'écrire avec son propre style et ses expériences. C'est ce que vous avez fait? C'est ce que j'ai fait. Mais vous pensiez abandonner un jour l'enseignement? Oui, parce que c'est un travail qui me plaisait beaucoup, mais je ne me voyais pas continuer le Lagarde et Michard pendant toute ma vie. Alors, arrivé un moment, vous savez, quand le printemps arrivait, je disais « Ah, ben ça y est, on va commencer Jean-Jacques Rousseau. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait une habitude qui s'était installée et j'avais envie d'aller voir ailleurs. Et le roman est venu et vous... Et le roman, alors, d'abord, il y a eu l'expérience du cinéma. Parce Comme que, ça, on va en parler oui, après. mais c'est ça qui m'a mis un petit peu en confiance. Et je me suis dit, bon, puisque tu travailles un petit peu dans le cinéma avec des réalisateurs et tout, essaye d'avoir confiance en toi, parce que eux, apparemment, ils ont confiance en toi, alors vas-y. Eh bien justement, vous êtes allé et on va évoquer une date importante de votre vie, le 12 avril 1989. A tout de suite sur Sud Radio avec Jacques Forjat. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jacques Forjat pour ce roman Les Fantômes de Versailles chez Albin Michel qu'on va évoquer longuement tout à l'heure. Mais on en revient à votre parcours d'homme de l'ombre parce qu'on a évoqué vos débuts d'enseignant et puis votre premier roman. Et le 12 avril 1989, sorti d'un film auquel vous avez largement collaboré. Roselyne et les lions de Jean-Jacques Benex, car on a reçu lors de ses mémoires, la sortie de ses mémoires, Jean-Jacques Benex, un peu avant ses disparitions. C'est un film auquel il tenait beaucoup. Oui, c'est un film auquel il tenait beaucoup, et on s'était retrouvés à Marseille, parce qu'on avait filmé au zoo de Marseille, et pour lui, c'était un exercice sur l'apprentissage. Et c'est ce qui lui plaisait beaucoup. Et il avait rencontré un jeune dompteur, et ce jeune dompteur lui avait ouvert les portes de sa ménagerie et du lieu où il travaillait avec les fauves. Et d'un seul coup, j'y suis allé avec Jean-Jacques, et on a vu travailler cet homme qui, plus tard, a travaillé avec Jean-Jacques Hano, puisque c'est lui qui a fait l'ours, après. Qui a failli coûter la vie à Jean-Jacques Hano, d'ailleurs. Absolument. Et on l'a vu travailler avec les fauves, et on a appris énormément de choses, même sur le rapport des hommes avec les hommes. Parce qu'on les a vus approcher, nous regarder, avoir peur, prendre confiance, s'habituer à nous. Enfin, il y avait un vrai langage intéressant. Et Jean-Jacques, évidemment, leur trouvait en plus à ces tigres et à ces lions une telle beauté qu'au cinéma, dès qu'ils apparaissent, j'ai envie de dire qu'ils dévorent l'homme, quoi. Parce que leur façon de se déplacer, la façon d'avoir des yeux qu'ils ont et de nous voir, c'était extraordinaire. Et votre rencontre avec Jean-Jacques Benex, Jacques Alors Forjat? là, c'est une histoire incroyable. Voilà. Parce que c'est une histoire qui devrait donner confiance à beaucoup de gens, parce que c'est une rencontre que j'ai pas cherchée. Alors qu'à l'époque, il était quand même très poursuivi par beaucoup de gens qui voulaient travailler avec lui. Il venait de faire Diva, il a fait la Lune dans le caniveau, il venait de faire 37-2, donc c'était un peu une star quand même dans les jeunes réalisateurs. Et quand je venais à Paris, je faisais l'Institut France Presse, qui était rue Saint-Guillaume, qui était jumelé avec Sciences Po. À Paris, je restais 2-3 jours, pas plus, puis je redescendais un peu à Angoulême. Mais j'avais un correspondant, c'était Richard Boringer. Et Richard Boringer, quand je venais à Paris, il faisait partie des copains chez qui je pouvais dormir. Voilà. Et un jour, il me dit, écoute, je ne vais pas pouvoir déjeuner avec toi parce que j'ai un déjeuner avec quelqu'un qui me propose un projet. Et je dis, c'est embêtant. Il me dit, oui, mais moi, c'est mon travail. Alors, il me dit, écoute, j'ai rendez-vous avec lui au Club 13, le club de Lelouch. Je ne sais pas comment on peut faire. Alors le téléphone sonne
Et il y a une voix qui dit, bon, ben, on se retrouve donc chez Lelouch à 13h. Et Richard Bohringer, alors vous voyez comment le miracle s'organise. Richard Bohringer dit, c'est embêtant parce que j'ai un ami qui est chez moi, je lui avais promis de déjeuner avec lui. Et Jean-Jacques Benex dit, mais il s'appelle comment, ton copain? Alors je donne mon nom, Jacques Forjas. Il dit, mais ça, c'est un nom du Périgord. Eh bien, dis-lui de venir. Et alors, je viens et il me donne un scénario à lire. En disant, t'es quoi? Tu fais quoi dans la vie? Je dis, je suis prof, voilà. Alors il dit, écoute, on peut pas se parler. Je vais parler avec Richard, mais lis ça. Alors je pars avec un scénario, je vais prendre une petite bière dans un coin avec un sandwich, et je vois dans les yeux de Richard l'idée de dire, écoute, t'as intérêt à dire que c'est bien. Hein. Et je reviens, et j'ai eu le scénario, et il me dit, alors, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, c'est pas bien du tout. Et alors, dans Richard, je vois dans ses yeux que c'est fini, que je ne dormirai plus jamais chez lui. Et il me dit, mais pourquoi? Alors, c'était Diva. Donc, oui. Et j'ai dit, écoute, c'était l'adaptation du bouquin de Della Corta. Et j'ai dit, écoute, ça me semble un peu léger comme histoire et tout, mais dans ton film, il y a une couleur formidable. Ce qui sera la couleur de ton film, je lui dis, c'est le bleu. Et ça sera le bleu d'un peintre qui s'appelle Monori, parce qu'il a écrit un polar qui se passe à l'intérieur du Palais Garnier, et il y a du bleu dans toutes les images. Ben, il s'en est souvenu, parce que dans son film Diva, on ne voit que du bleu, et c'est le bleu de Monori. Et ensuite, pour vos retrouvailles, pour que vous travailliez ensemble? Ah ben, alors après, il a fait une première d'un film à Paris, donc qui était 37-2. Je me glisse à la première, et à la fin, je vais le rencontrer, je lui dis, je ne sais pas si vous vous souvenez, il me dit, je vous cherchais. Ah bon? Et à partir de ce moment-là, j'ai travaillé avec lui. Le cinéma était tout à fait nouveau pour vous à l'époque. Ah oui, oui. D'abord, j'adore le cinéma, je vais beaucoup au cinéma. J'ai été pensionnaire dans des lycées, et à l'époque, il y avait le ciné-club qui était très important. Donc j'avais vraiment une formation de cinéma, j'aimais ça. J'étais abonné au Cahier du cinéma, positif. Donc j'étais vraiment dedans. Et là, pour moi, c'était formidable, parce qu'on disait jamais non sur les projets de Jean-Jacques. Oui. Donc, dès qu'il avait un projet, quelque chose, c'était Gaumont, son producteur, tout de suite, il était pris et le film se faisait. C'était une chance. Et vous arriviez avec lui derrière, il vous avait presque adopté. Oui, j'étais avec lui. Il avait une maison de production qui s'appelait Cargo Film et j'étais embauché. Et c'est là où je donne ma démission de l'éducation nationale. Mes parents étaient fous, parce qu'ils avaient dit, mais t'es trop con, t'es prof dans un lycée, et maintenant tu vas travailler dans un cirque. Parce que le cirque, c'était Roselyne et les Lions. Bien sûr. Donc, ils ne comprenaient pas. Mais vous aviez le sens de l'écriture. Comment c'est né, Jacques Forjas, chez vous? Oh, je crois que c'est à force, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est à force de lire et relire, et puis avoir des goûts. C'est-à-dire que préférer celui-ci à celui-là et dire pourquoi. Et puis quand on est prof de lettres dans un lycée avec des élèves, on essaye de leur faire aimer la lecture, aimer l'écriture. Et donc tout ça aussi, ça me boostait moi-même. Oui, mais de là à dire à Jean-Jacques Benex, ce film ne va pas et voilà la solution. Ah ben, parce que moi j'avais une liberté de prof. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais pas assistant, je voulais pas travailler comme ça, donc... j'ai dit la vérité et je crois que c'est ce qui l'a touché. Et ensuite, il y a eu IP5, l'île au pachyderme, ça aussi. Oui. Au départ, c'est une idée de vous. Oui, ça c'était une idée de moi. J'avais très envie de faire un film et c'était la relation père-fils. Parce que je voyais beaucoup de films sur la relation du fils avec sa mère. Et moi, je voyais bien comment j'avais vécu, comment j'étais parti en pension, tout ça. Je voyais bien que du côté du père-fils, il y avait toujours un déficit. Il y avait toujours une difficulté de se parler, de se comprendre, alors qu'avec sa mère, on a toujours une confidence à faire, ou alors elle a toujours un peu d'avance sur nous-mêmes. Avec le père, c'est plus sévère, c'est plus compliqué. Donc j'avais envie de faire un film où Yves Montand serait le père, avec un enfant qui traîne, et d'avoir cette relation. Ça tombait bien, parce que c'était l'année où il avait eu son fils, le petit Valentin. Et résultat, le film est fait. Malheureusement, Montand meurt à la fin du tournage. Alors on a raconté beaucoup de choses. On a raconté que Benex lui a fait prendre un bain. Quelle est la vérité de tout ça? La vérité, je crois que Yves Montand n'était peut-être pas en super forme quand il a commencé à faire ce film. Il devait peut-être avoir des problèmes de santé, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas sur le film, parce qu'il avait une doublure, hein, quand même. Faut pas s'imaginer Yves Montand plongé dans la...
Il avait une doublure, je pense qu'il y avait une fatigue, il y avait un stress, et puis c'était quelqu'un qui voulait préparer l'Olympia parce qu'il voulait absolument que son fils le voie sur scène. Il préparait Bercy, en fait, Bercy. pour son fils, Valentin, qui n'a jamais eu... Parce qu'il voulait que son fils le voie sur scène. Oui, donc si vous voulez, les week-ends n'étaient pas les week-ends pour lui. Là où il aurait dû se reposer, il travaillait son tour de chant, il faisait des claquettes, je ne sais même pas s'il n'était pas plus fatigué le week-end que fatigué pendant le tournage de la semaine. En même temps, c'était quelqu'un de très professionnel, de très précis. Ah là, je dois dire que moi, j'ai vu travailler. S'il fallait refaire la scène, il n'y avait aucun problème. Et tout était préparé. Le texte était au cordeau. Alors vraiment, Yves Montand, c'était hyper professionnel. En même temps, son fils, aujourd'hui, qui est plus grand que lui, travaille dans les effets spéciaux, je crois, du côté de Montpellier. C'est vraiment le portrait du père craché. Je connais pas. Alors, il se trouve que, bon, Benex aussi, c'était un cas particulier, parce que Benex est sans doute passé à côté d'une très grande carrière en refusant des films américains. Absolument. Il avait plusieurs propositions de films américains. Il n'a pas voulu y aller. Parce que c'est les États-Unis, tourner là-bas, c'est quand même une autre planète, quoi. C'est très compliqué. On lui a quand même proposé Au nom de la rose, Evita. Oui. Il a refusé. Et quand je l'ai reçu dans les clés d'une ville, il m'a dit qu'il avait regretté finalement. C'est possible qu'après il ait regretté, mais dans l'instant, moi je sais que j'étais avec lui, et il ne voyait pas comment il allait faire, parce que, je vous dis, travailler à l'étranger, c'est compliqué. Même quand il a fait La Lune dans le caniveau, il a tourné à Cinecittà. Moi, j'avais été le voir sur le tournage, et il m'avait dit, écoute, c'est compliqué à les tenir, parce que les plupart des techniciens étaient des Italiens, qui avaient souvent l'habitude de travailler avec Fellini, qui avait carrément ses bureaux à Cinecittà, et il disait, ces gens-là, j'ai du mal à les tenir, quoi. Et vous avez véritablement appris, Jacques Forjas, le métier du cinéma avec Jean-Jacques Benex. Ah oui, absolument. Qu'est-ce qu'il vous a appris? Lui, il m'a appris la rigueur. Il m'a appris aussi la liberté de faire exploser certaines règles, quoi. C'est-à-dire que si on a une idée qui peut vous paraître folle ou dingue, c'est pas grave. Justement, faut y aller. C'est-à-dire qu'il essayait de sortir des sentiers battus, aussi bien sur les castings que sur ses réalisations. Donc vous avez vraiment débuté dans le cinéma et poursuivi l'aventure grâce à Benex. Absolument. Et l'aventure, elle a continué avec une autre date qu'on va évoquer dans quelques instants. Elle ne vous concerne pas, je vous rassure. C'est le 10 août 1895. D'accord. À tout de suite sur Sud Radio avec Jacques Forjas. Non, ça ne me concerne pas. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Jacques Forjas. Nous parlerons tout à l'heure des Fantômes de Versailles, ce roman chez Albin Michel, où vous évoquez, dans une enquête policière, l'invention de la police moderne. On a évoqué vos débuts de professeur, d'auteur de romans policiers, Jean-Jacques Benex, qui a été très important pour vous. Et si je parle du 10 août 1895, c'est le jour où Léon Gaumont rachète le comptoir général de photographie dont il était le fondé de pouvoir et crée la première société cinématographique du monde, Gaumont. Et Gaumont, c'est aussi une partie de votre vie. Ah oui, Gaumont, c'est juste après l'aventure avec Jean-Jacques Benex à Cargo Film. Et à l'époque, il y avait le directeur général qui s'appelait Patrice Ledoux, qui venait juste de remplacer Toscan Duplantier. Et il venait évidemment sur les tournages de Jean-Jacques. À l'époque, il y avait Luc Besson, qui était aussi un auteur Gaumont. Et on s'est rencontrés comme ça. Et il m'a fait une proposition pour entrer chez Gaumont. Comment il vous a repéré? Il m'a repéré. Alors, je sais pas, c'est peut-être parce que je riais ou j'en sais rien. Enfin, je sais pas sur quels critères. Probablement le fait que je travaillais avec Jean-Jacques, oui, et que Jean-Jacques n'était pas un homme facile de caractère, plutôt dur. Et il s'est dit, si il a survécu à Jean-Jacques, peut-être qu'il va pouvoir survivre à Gaumont. Qu'est-ce qu'il vous propose alors? Alors, il me propose... à l'époque, le cinéma est en train de bouger beaucoup. Il y a Jean-Jacques Hano, c'est vrai, il y a Luc Besson, il y a Carax, il y a Benex. Ça pétille un peu de partout. On voit des jeunes cinéastes qui commencent à arriver, qui font leur premier film, leur deuxième. Et Gaumont a envie de renouveler un petit peu son cinéma, parce qu'à l'époque, c'était Poiret qui s'occupait de ce cinéma-là. Ouais, qui avait créé des tas de films. Qui avait créé des tas de films, qui avait fait des tas de succès. Et qui avait tous ces acteurs avec lui. On peut parler de Ventura, on peut parler de... Enfin, on connaît cette histoire. C'était une époque, oui. C'était une époque, et là, il fallait, tout en essayant de garder un peu ce cinéma-là, qui était ce qu'on appelait à l'époque un cinéma familial, essayer de faire entrer
un cinéma plus jeune, de teenagers, qui ressemblait un petit peu à ce qu'on écoutait en musique, quoi. Essayer de trouver des cinéastes de cette envergure-là et de cette modernité-là s'adressant aux jeunes. Donc, il me confie un bureau qui va s'appeler l'accueil des projets. Et c'est un bureau qu'on va avoir à deux avec celle qui est devenue aujourd'hui la directrice générale de Gaumont, c'est-à-dire Madame Sidonie Dumas. Et tous les deux, nous allons recevoir à peu près entre 600 et 700 projets de films par an. Alors, il se trouve que Sidonie Dumas, c'est la famille, c'est la fille de Nicolas Seydoux, qu'on a reçu dans Les Clés d'une vie pour son livre, qu'elle n'aimait pas le cinéma au départ, mais quand elle a été stagiaire sur le tournage du Grand Bleu de Luc Besson, elle a découvert cet univers. Absolument, c'est vrai, elle me l'a répété souvent. Quand elle dit qu'elle n'aimait pas le cinéma, je pense qu'à la maison, il devait en parler quand même assez souvent. Je pense, oui. Surtout avec son parrain, etc. Et tout, parce que les trois frères, quand même, font du cinéma. Donc peut-être que c'était une pente qui lui paraissait un peu facile, alors elle n'a peut-être pas voulu tout de suite y plonger. Mais c'est quelqu'un qui adore le cinéma, qui a beaucoup de compétences pour le cinéma. Et là, elle a voulu, et je trouve que c'est formidable, elle n'a pas voulu rentrer directement en étant l'héritière. Son père et elle se sont mis d'accord sur un parcours et il lui a dit, tu vas commencer par aller voir des courts-métrages à Clermont-Ferrand et à Brest, tu vas essayer de repérer des talents, tu vas apprendre à lire des scénarios. Et apprendre à lire, c'est aussi avoir en soi une capacité d'imagination et de voir soi-même ce que ça peut devenir. Parce qu'un scénario, ce n'est qu'une écriture au départ. Il faut essayer de voir ce que Patrice Chéreau appelait la verticalité du texte. C'est-à-dire, d'un seul coup, il se dresse devant vous et que va-t-il devenir ? Il se trouve donc que vous recevez 600 à 700 projets par an, Jacques Forjas, que vous lisez. Et il faut derrière trouver les bons auteurs. D'abord, c'est comme dans les maisons d'édition, il y a des lecteurs. Oui. On recrute 5, 6, 7 lecteurs. Chaque semaine, ils partent avec 2 ou 3 scénarios et ils ont une fiche de lecture à nous remettre. Et moi, ce que j'aime beaucoup, parce que ça, c'est l'ancien prof, j'aime bien l'oral aussi, parce que parfois, à l'oral, on déborde et on dit plus qu'à l'écrit. Et là, on recevait à chaque fois les lecteurs qui nous faisaient un commentaire sur le scénario. Et dans ces fiches de lecture, il y avait une sélection exigeante, mais on recevait souvent des premiers jets écrits par des jeunes. Donc, ils ne maîtrisaient pas toujours l'écriture, mais on pouvait déjà avoir une personnalité. Et c'est comme ça qu'on en a reçu quelques-uns. Et parmi eux, il y avait quand même des gens qui sont devenus très connus. Oui, tous ceux qui sont venus après, on a reçu des propositions de Michel Blanc, on a reçu des propositions de tout le monde. Enfin, tout le monde est venu derrière avec ses projets. Et ça veut dire aussi avoir un sens précis de ce que doit être le cinéma et le rebondissement. Attention, on peut se tromper. Oui. C'est-à-dire que ça aussi, c'est d'une parole pour ceux qui écoutent, c'est que les comités de lecture sont pas forcément les meilleurs. On peut se tromper, on peut trouver un truc formidable, et puis à l'arrivée, ça s'écrase, et puis on peut passer à côté d'un truc qu'on n'a pas su lire ou su comprendre. Et il faut aussi voir beaucoup de films. Vous avez arpenté pendant des années tous les festivals possibles et imaginables, Jacques Forjas. Oui, bien sûr. Alors là aussi, c'est très compliqué, parce que juger un court-métrage, il faut savoir qu'il y a des jeunes qui font leur cours avec des bouts de ficelle, avec rien. Et puis il y en a d'autres qui ont les moyens parce qu'ils ont fait 2-3 pubs et on leur paye un court-métrage, etc. et tout. Il y en a qui font des courts-métrages, à l'époque, ça pouvait aller jusqu'à 40 minutes. Il y en a qui ont les moyens que de faire 5 minutes. Vous voyez, il faut essayer de voir en peu de temps le talent. Et puis surtout, il faut rencontrer la personne. C'est ça qui est très important. Parce que là, on aborde une culture, une façon de voir les choses, peut-être un œil neuf. Et puis quand on les rencontrait, par exemple, à Clermont-Ferrand, ils avaient 22, 23, 24 ans. Donc, ils étaient au début. Et c'est ça qui est difficile. C'est déjà de percevoir au début celui qui peut se lancer sur ce chemin. Et donc, vous avez, repéré des gens et vous avez parfois dit, ça ira loin. Donc, on dit ça peut aller loin. Exactement. Mais en plus, le cinéma, quand vous arrivez chez Gaumont, Jacques Forjas, ça a évolué. Le rythme n'est plus celui des films de Gabin avec Audiard au scénario. Non. De toute façon, il y a eu un basculement qui s'est fait vers l'image. Des gens comme Jean-Jacques Benex, des gens comme Hano ou des gens comme Besson, c'est pas tellement le scénario qui est le plus fort,
de leur entreprise. C'est surtout la lumière, comment on travaille les décors, comment on donne des ambiances. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens comme Audiard, bon, c'est formidable, hein, comme plus tard a fait Bertrand Blier dans certains de ses films, où la réplique, quand même, elle est exceptionnelle. Ça s'abandonne un peu parce qu'il n'y a pas ces talents-là aussi. Ça a changé beaucoup. Oui, ça a beaucoup changé. On ne parle plus de la même façon au cinéma? Absolument. On ne parle plus du tout de la même façon. C'est-à-dire? C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu très spectaculaire, quoi. C'est-à-dire que quand vous voyez, même les James Bond, souvenez-nous les premiers James Bond que vous avez vus. On est très, très proche de Ian Fleming. Il y avait l'espèce d'élégance anglaise. Il n'y avait pas ce qu'on voit dès maintenant dans les James Bond, où pendant 1h30, vous avez 45 minutes de cascade. Là, ça a changé. C'est-à-dire qu'il y a un langage qui a changé. Moi, je me souviens de Francis Weber travaillant ses scénarios. Il écrivait un premier jet, il le jetait parce que c'était fini. Il passait à autre chose. Il appelait des copains pour dire qu'est-ce que t'en penses. Et il finissait chez le kiné parce qu'il était épuisé. Ce n'est plus à la même époque. Mais quand vous voyez le dîner de cons, oui, mais c'était des gens qui pouvaient faire des exercices dans toutes les matières. Il pouvait travailler pour le théâtre, il pouvait travailler pour le cinéma. Il écrivait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui était porté d'abord par l'écriture. Et en même temps, il y a votre rôle, Jacques Forjard, c'est aussi ensuite faire prendre des risques aux producteurs, parce qu'un film, ça coûte cher. Oui, et puis ça peut aussi me coûter cher. Parce que si on se trompe trop souvent, quand même, ça peut quand même poser des problèmes. Alors, et puis, il y a, pardon, je vous ai coupé, mais il peut y avoir aussi le fait qu'on refuse un projet. Il peut être pris ailleurs et avoir un grand succès ailleurs. Alors ça, c'est le pire qui puisse vous arriver. C'est comme si Gallimard refuse un projet et que ce projet va chez Albin Michel, par exemple, et qui fait un triomphe chez Albin Michel. Gallimard a le droit de vous téléphoner en vous disant « Bah dis donc, tu as laissé échapper quelque chose ». Alors, il y a eu ce travail-là, et puis il y a eu un autre travail, Jacques Forjard, que vous êtes devenu ce qu'on appelle en français un script doctor. Ouais. Ça, c'est aussi un métier tout à fait différent et assez nouveau, finalement. Ah ben oui, c'est nouveau. D'un seul coup, on passe maintenant à un travail d'équipe. Alors que l'écriture, si vous voulez, c'est d'abord un travail, la plupart du temps, de solitaire. Quelqu'un qui partage son exercice qu'avec lui-même. Alors que là, d'un seul coup, il faut tout mettre sur la table et travailler ensemble et avoir suffisamment de psychologie pour savoir qu'il faut faire travailler et comment le faire travailler, dans quelle direction il faut aller. Puis il faut avoir des allers-retours avec le producteur qui peut avoir un projet qu'il trouve plutôt bien, mais auquel il trouve encore beaucoup de travail à faire. Et il peut vous dire, par exemple, c'est pas assez drôle, ou alors ta fin elle est ratée, ou cette histoire d'amour, je n'y crois pas. Donc alors, il faut travailler là-dessus. Et comment vous travaillez dans ces cas-là? Oui. Avec des équipes particulières? On essaie de trouver des gens avec qui on peut s'entendre. Et puis il y a des gens qui sont plutôt spécialistes des films d'action ou des films policiers parce qu'eux-mêmes ont été policiers. Vous voyez ce que je veux dire? On a ce travail. Voilà. Et il y a même vos activités particulières et personnelles. Et vous avez écrit pour le théâtre et il y a une chanson qui évoque un personnage que vous avez traité 3 fois. Monsieur Jean de La Fontaine. Chantal Goya. C'est bien ça. Et c'est vrai que vous avez écrit 3 pièces de théâtre et chaque fois il y a Racine et La Fontaine. Rien à voir avec le côté script doctor. Absolument. Mais parce que, on y reviendra certainement quand on va parler des fantômes de Versailles, mais parce que le XVIIe siècle, c'est un siècle que j'aime. Voilà. Quand j'étais professeur, les élèves avaient une grande admiration pour le XVIIIe siècle. Parce que c'était le siècle pré-révolutionnaire ou révolutionnaire, c'est un siècle libertin, c'est un siècle où ça explose dans tous les sens avec des auteurs formidables. Mais je leur disais, attention, le XVIIe siècle, c'est le siècle du théâtre. Et là, il y a tous les plus grands. Et votre première pièce, Le Corbeau et le Pouvoir, vous évoquiez La Fontaine et Racine, qui étaient cousins éloignés, ce qu'on ne sait pas toujours. Et oui. Et beaucoup de gens, à la sortie, quand cette pièce est passée au Lucernaire, m'arrêtaient et me disaient « Mais vous en êtes certain ?» Je disais « Écoutez, faites vos recherches et vous verrez bien. » Et effectivement, ils découvraient que les deux étaient cousins. Et d'ailleurs, ça a été, après, l'objet de la 2e pièce que j'ai faite et qui avait encore La Fontaine et Racine, les 2 cousins. C'est la pièce où La Fontaine apprend que son cousin Racine va devenir l'historiographe du roi. Et il y a aussi Molière, car Molière, sa gloire est liée à celle de La Fontaine. Absolument. Ça, c'est...
Et c'est lui qui a fait l'épitaphe, hein. Sur la tombe de Molière, l'épitaphe est de La Fontaine. C'est lui qui lui a écrit et allé sur la tombe. Et ils passaient des soirées ensemble tout à fait joyeuses et festives. Oui, alors c'est incroyable. Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça incroyable. C'est qu'ils avaient 2 cafés dans Paris. Il y avait le Mouton Blanc où ils allaient souvent. Puis il y en avait un deuxième qui va me revenir. Et on retrouvait le soir Racine, Molière, Mignard. Alors parfois Molière passait. Et ils étaient là. C'est que des génies. Voilà. Qui étaient à cette table, et c'est très impressionnant. On se dit maintenant, vous vous rendez compte, on pousserait la porte et on découvrirait ces personnages-là. Ça devait être bien, quand même. Et ce siècle, effectivement, il est au cœur de ce roman, Les Fantômes de Versailles, qu'on va évoquer à travers la date de sa sortie, le 30 janvier 2025. A tout de suite sur Sud Radio avec Jacques Forjas. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jacques Forjas. On connaît un peu votre parcours maintenant avec Jean-Jacques Benex, avec ce côté script doctor chez Gaumont. Et puis, il y a le romancier, parce que vous publiez le 30 janvier 2025 Les Fantômes de Versailles. C'est un roman où vous mêlez vos 2 passions, l'enquête policière et l'histoire du XVIIe siècle. Comment est venue cette idée ? Alors, je voulais faire un polar sur le XVIIe siècle, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un siècle qui me passionne. D'abord, il y a un roi qui est le roi Soleil. Ensuite, il y a quand même Versailles. Ensuite, il y a des artistes de premier plan et qui sont aujourd'hui dans tous les domaines, que ce soit la musique avec Lully, que ce soit la sculpture avec tous les gens qu'on connaît, Puget et tous les autres. Et puis, il y a aussi, comme je l'ai dit, Corneille, Racine, Molière, Rotrou, tous ces gens-là qui sont autour de lui. Et puis, il y a les grands architectes, il y a les grands jardiniers. Alors, je me suis dit, ça serait bien de faire une histoire qui se passe dans ce siècle avec une intrigue qui se promènerait entre Versailles, mais dans Versailles, et Paris, et dans Paris. Et là, je fais des allers-retours avec une police, qui est celle de la police du Châtelet, qui est la police de Paris, et puis des choses qui se passent à Versailles. Alors, il se trouve qu'au départ, il y a 2 inspecteurs qui découvrent le corps d'une jeune femme, assassinée on ne sait pas par qui, et les lèvres ont été cousues de fil de soie. C'est assez particulier. Oui, c'est assez particulier, mais je ne veux pas trop en révéler quand même, parce que la difficulté de parler d'un polar, c'est que si on évente tout, on connaîtra déjà la fin. Surtout pas. Oui. Mais en même temps, il faut savoir qu'il y a une enquête qui est confiée à un lieutenant-général, Gabriel Nicolas de la Reynie, qui est un homme qui a été le premier lieutenant-général de police de Paris, qui a été le préfet de police, quoi. Alors ça m'a passionné. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer, dans un déjeuner comme ça, assez proche, un petit peu familial, Renaud Van Drunbeck. Et Renaud Van Drunbeck, qui est décédé maintenant, quand il a appris que j'étais d'Angoulême et que je me plongeais dans un polar du XVIIe siècle, il m'a dit « Est-ce que vous savez que la Reynie a été à Angoulême pendant 1 an au présidial d'Angoulême, c'est-à-dire avant l'ancien régime, c'était le tribunal, parce qu'avant de partir à Bordeaux, il avait fait ses études de droit à Limoges, il s'est arrêté 1 an à Angoulême avant de filer à Bordeaux et après de remonter à Paris. » Ah ben j'ai dit non, je ne savais pas. Donc d'un seul coup, j'ai fait travailler la Reynie un peu plus pour en savoir un peu plus sur lui et lui donner, pour ainsi dire, un des premiers rôles. Oui, car en fait, il a fait des réformes tout à fait nouvelles et qui sont à l'origine de la police d'aujourd'hui. Absolument. C'est-à-dire que Paris était une ville qui était à l'époque, au XVIIe siècle, la ville la plus peuplée d'Europe. Il y avait 600 000 habitants à Paris et on les avait à peu près répertoriés, 40 000 mendiants. C'était une ville sale, qui sentait très mauvais. Tous les étrangers qui venaient à Paris n'avaient qu'une envie, c'était de fuir, ou alors d'aller tout de suite à Versailles, sans s'arrêter à Paris. Oui, bon, on a Anne Hidalgo aujourd'hui, c'est à peu près pareil. Alors, ça ne plaisait évidemment pas au roi, qui n'aimait pas beaucoup de toute façon Paris, parce que depuis l'épisode de la Fronde, il avait quand même quelques mauvaises pensées sur eux. Mais avec Colbert, ils disent tous les deux, c'est pas possible, ça ne peut pas durer. Il faut qu'on essaye d'abord d'éclairer cette ville, qui n'a pas du tout de lumière. Et puis, deuxièmement, il faut quand même mettre de l'ordre. Il faut travailler sur les quartiers, enfin, etc. Il y a un plan. Et Colbert, qui avait rencontré la Reynie à Bordeaux, parce qu'il avait travaillé pour lui sur des affaires maritimes, s'est dit, mais moi, j'ai peut-être quelqu'un. Alors, le roi a dit, votre proposition sera la mienne.
Et à ce moment-là, il lui souffle le nom de l'araignée. Et l'araignée rencontre le roi, et le roi lui dit, bon ben voilà, c'est pas une petite affaire. Il y a la cour des miracles qui est encore en place du côté de la tour Saint-Jacques. Il va falloir arranger Paris, lui faire des trottoirs, etc., etc. Et l'araignée dit, je m'en occupe. Plus la police des jeux, plus la police des mœurs, plus surveiller les imprimeurs, etc., etc. Une grande police, la police des jeux, parce qu'on jouait beaucoup à Paris, à Versailles. Et l'araignée a cette immense tâche. Il se trouve que la cour des miracles, je ne sais pas si vous le savez, Jacques Forjas, le nom vient des mendiants qui se déguisaient en invalides dans la journée et retournaient le soir dans les bidonvilles miraculeusement guéris. Oui, bien sûr, il y avait des miracles dans les rues de Paris, c'est ça. Et il se trouve donc qu'il va y avoir ce travail de l'araignée, effectivement la ville lumière. La ville lumière, le nom a été donné par les Anglais quand ils ont vu à Paris qu'on pouvait éclairer les rues sombres, alors qu'avant on se faisait détrousser à chaque coin de rue. Oui, oui, c'était assez compliqué à installer, parce que on en voulait à peu près 6000. Et il fallait les mettre à certaines hauteurs, parce qu'évidemment, il y a des gens qui passaient leur temps à les éteindre. Tous ceux, parce qu'il faut savoir qu'à Paris, c'était tellement dangereux qu'à partir de 7h, 7h30 du soir, tout le monde se barricadait chez lui. Oui, il se trouve en même temps que c'était la ville où la corruption était très forte. Vous l'évoquez dans ce livre. Forte à tous les niveaux, hein. Aussi bien dans l'artisanat que dans la banque, que dans la justice, etc. Alors quand on parle de la police moderne, et dans ce livre, un personnage peut faire penser à la police d'aujourd'hui, parce que les portraits robots, ils sont nés finalement au XVIIe siècle. Oui, parce que, vous le verrez dans le roman, il y a un personnage qui est intéressant, je trouve, par son originalité, c'est un peintre italien. Ce peintre italien quitte l'Italie pour aller en Hollande, parce que il a vu des tableaux hollandais et il pense que la nouvelle peinture se passera du côté d'Amsterdam. Alors quand on lui demande pourquoi, il dit « Je suis écrasé par la beauté italienne, mais ceux qui m'ont précédé, que ce soit Michel-Ange, que ce soit Léonard de Vinci, Botticelli, tout ça, sont trop loin de moi, sont trop forts pour moi. Et puis surtout, ils n'ont qu'une peinture religieuse. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir une peinture quotidienne. » Et d'un seul coup, on voit Vermeer dans notre esprit, et chez Rembrandt, et d'un seul coup, on se dit, ah ben oui, je vois par quoi il a tiré. Mais il s'arrête à Paris. Et à Paris, il va travailler un petit peu dans les théâtres, il prend des croquis. Et à un moment, il a l'idée, par un policier, de venir faire des portraits des morts à la morgue. Et alors là, il dessine les corps, et d'un seul coup, l'araignée qui va visiter la morne le surprend et l'interpelle violemment, en disant « Mais que faites-vous ici ?» Alors il dit je dessine les morts. Il dit « Mais c'est interdit. » Il dit « Mais en Italie, on a le droit. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à bien travailler les anatomies. » Et d'un seul coup, va venir cette idée que c'est pas bête. Parce que si on fait le portrait des morts, et si on travaille bien sur les visages, peut-être que ce portrait-là, si on est capable de le produire aux voisins de la victime ou à ceux qui ont passé le même lieu, peut-être qu'on en apprendra beaucoup sur l'enquête. Et ça démarre comme ça. Voilà. C'est à l'époque, il n'y avait pas de test ADN. Et c'est les premiers portraits robots qui ont permis d'arrêter des criminels. Voilà. Et ça marche. Voilà. Alors, il y a aussi un tableau qui est très important parce que vous évoquez un mélange d'art et de politique. Là aussi, c'est une clé du roman, Jacques Forjas. Oui, parce que ça m'intéressait de voir l'histoire d'amour qu'avait vécu le roi avec la duchesse de la Vallière, qui était un joli personnage, qui a été une de ses premières maîtresses, même peut-être la seconde, on va dire. Et elle va être remplacée évidemment par beaucoup, mais surtout par la Montespan. Et voyant que maintenant elle est écartée, et que malgré la naissance de tes deux... Elle a eu 4 enfants. 2 sont restés vivants et le roi les reconnaîtra. 2 autres sont morts en très bas âge. Elle va donc partir au couvent. Mais avant de partir au couvent, elle décide de faire un tableau par le grand peintre portraitiste de l'époque, qui était Mignard, qui a fait beaucoup de portraits du roi, de La Fontaine, etc. Et tout. Donc, elle dit, bon ben voilà, vous allez faire mon portrait, et puis après je rentrerai chez les Carmélites. Mais je n'ai qu'une exigence. Alors Mignard, elle écoute, et demande laquelle. Alors elle dit que personne ne le sache, que personne connaisse ce qu'il peut y avoir de peint sur ce tableau. Forcément, il y aura moi. Mais comment?
ne le dites à personne. Donc d'un seul coup, le roi, bien sûr, va apprendre par ses services que la duchesse de la Vallière, qui va partir, a décidé de faire un portrait par Mignard. Ce qui est très embêtant pour lui, parce que aujourd'hui, au Oui. temps des réseaux sociaux, ce serait partout sur Internet. Ah, évidemment. Et puis alors, il a une crainte. C'est comment va-t-elle partir? Que va dire ce tableau? Va-t-il parler de lui? Lui qui a tellement peur des artistes. Parce qu'il les craint. Pourquoi les craint-il? C'est parce qu'il traverse le temps. Un portrait du roi, en mauvaise position, avec un vilain sourire, avec des yeux durs, va traverser tous les siècles et viendrait jusqu'à nous. Alors, il veut pas ça. Mais il veut pas demander, parce que, comme il respecte les artistes, il laisse carte blanche, liberté à Mignard, mais il a peur. Et ceux qui ont encore plus peur, c'est les maîtresses, et en particulier la Montespan. Vous voyez, si elle se faisait représenter avec le roi, ça serait terrible pour elle. Ça veut dire que pour toujours, dans l'esprit des gens, ça serait elle, la duchesse de la Vallière, à côté du roi. Donc, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, ce qu'on voit dans les séries de cinéma, ça existait déjà au XVIIe siècle. Absolument. Alors, ce tableau existe. Bien sûr. Donc, vous partez de faits authentiques pour imaginer une histoire, Jacques Forjas. Oui. C'est-à-dire que quand vous écrivez un roman historique, en particulier dans des siècles qui sont abordables, je veux dire, c'est-à-dire qu'on trouve des documents, on est obligé d'avoir plusieurs conduites. La première, c'est être absolument respectueux de tout ce qui est de l'ordre de l'histoire proprement dite. C'est-à-dire que sur le roi, on ne peut pas dire n'importe quoi. Sur Colbert, non plus. Sur tous ces personnages-là, très connus, y compris sur La Fontaine, sur Racine, on connaît parfaitement leur vie. Il n'est pas question de dire qu'ils allaient à la piscine le matin. Hein. Donc ça, on ne peut pas y aller là-dedans. Donc ça, c'est sûr. L'imaginaire, il rentre dans les deuxièmes personnages. C'est-à-dire que mes deux inspecteurs, par exemple, Laruche et Torsac, qui enquêtent, sont des personnages imaginaires, mais qui endossent les costumes de l'époque. Donc je leur fais faire un parcours qui est celui d'une vraie enquête, mais sur leur vie privée, sur leur formation, sur ce qu'ils sont, c'est de l'imaginaire. Alors ça veut dire aussi que vous appliquez dans un roman, et c'est pas si fréquent, Jacques Forjas, les principes du cinéma où plusieurs histoires se télescopent. Oui, parce que je trouve que c'est... moi, je suis parti dans ce polar sur plusieurs ouvertures. La première ouverture, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un meurtre. Bon, à partir de ce moment-là, on sait ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on est sur ce que j'appelle l'autoroute du polar. On part de l'obscurité et du mystère pour finir dans les dernières pages sur la lumière et la découverte du mystère. On a réussi l'enquête. Ça, c'est le polar. Il y a la deuxième ouverture, c'est celle de l'histoire. Et à partir de ce moment-là, j'essaye de mêler dans cette histoire-là des phénomènes vrais qui ont existé, mais que je tresse avec l'autre. C'est-à-dire que les victimes, on va s'apercevoir qu'il y en a quelques-unes, c'est presque déjà un serial killer. On va déjà s'apercevoir qu'elles ont, comme cause, il y a aussi des raisons historiques. On va s'apercevoir que Colbert aussi a un rôle à jouer dans cette aventure. Voilà. Et puis j'ai aussi l'art, c'est-à-dire que la peinture, j'en parle quand même beaucoup. Et puis Louis XIV était un artiste au fond de lui-même. Absolument. Louis XIV, vous savez, quand il assistait d'abord à beaucoup de travaux à Versailles, il regardait les plans avec les architectes, il donnait son avis. Sur le jardin, il donnait vraiment tout ce qu'il voulait parce qu'il avait des fruits et des légumes qu'il adorait. Hein. Il adorait les petits pois, il adorait les asperges, il adorait les poires. Et quand il avait son jardinier particulier, son nom va rebondir. Le nôtre. Oui, il y avait le nôtre. Et puis il y en avait un autre aussi, ça va rebondir. Et puis il disait, le jardinier disait, qu'est-ce que vous voulez? Il disait, faites de ce jardin ce que vous voulez, mais laissez-y un peu ma part d'enfance. Et effectivement, tous ces personnages sont là et ils vont revenir parce que ce livre est le premier d'une autre série. Ben, je l'espère. Vous avez écrit d'autres romans déjà. Oui, d'autres romans qui ont été écrits sur les mêmes personnages, mais évidemment à chaque fois avec une enquête différente. Ça pourrait devenir une série télé?
Je vous remercie d'y avoir pensé. Oui. Non, mais c'est vrai, bien sûr que ça pourrait. Mais il y a eu dans le temps une série comme ça, qui est passée sous Louis XV. Et c'était le lieutenant-général Sartine, c'était avec le Floch. Vous vous souvenez, il y avait une série qui avait été faite avec lui. Voilà, ça, c'est votre connaissance du cinéma. Et on va découvrir votre connaissance de l'écriture d'un roman avec ces Fantômes de Versailles chez Albin Michel, qui est une première, mais pas une dernière pour vous. Merci beaucoup. Merci Jacques Au Forjat. revoir, merci à vous. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.